Bienvenue dans Mystère Talk Show, l'émission consacrée au sujet de l'étrange, de l'inexpliqué et du paranormal aussi, on aime bien. Et ce soir, pour m'accompagner, je suis avec Christian Page, bonsoir, Bonsoir. et également avec Patate Verte. Salut Patate. Bonsoir. Alors, c'est un immense plaisir et un honneur, Christian, de vous recevoir ce soir. Vous êtes un grand nom de toutes ces émissions, de toutes vous avez fait beaucoup de choses, en fait, mais c'était toujours relié au paranormal et au mystère dans cette recherche, ces enquêtes euh, de la vérité, quelque part. Et j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu pour les gens qui ne vous connaissent pas. D'abord et avant tout, je suis journaliste et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux phénomènes paranormaux. Ce qui est assez curieux, ce n'est pas le journalisme qui m'a amené vers le paranormal, mais le paranormal vers le journalisme. J'ai été témoin d'un phénomène étrange et mystérieux alors que j'étais adolescent. Donc, ce serait trop long entrer dans le vif du sujet là-dessus, mais disons que c'est un phénomène un peu associé aux fantômes. Et pour moi, ça a été un déclencheur. J'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes paranormaux. À l'époque, j'étais adolescent, donc je lisais à peu près tous les ouvrages qu'on pouvait retrouver sur les tablettes dans sur les rayons des grandes bibliothèques. Et puis ensuite, ce sujet était pour moi si passionnant que j'ai décidé d'aller vers le journalisme pour pouvoir parler de ces phénomènes de manière plus critique et de manière plus large, bien sûr. Et depuis cette formation de journalisme, j'essaie d'appliquer le journalisme d'enquête, comme on enquêterait par exemple sur un scandale politique. J'essaie d'appliquer donc les mêmes règles du journalisme d'enquête sur les phénomènes paranormaux. Donc, je ne suis ni un partisan du paranormal, ni un sceptique militant qui n'adhère à rien ou qui adhère à tout. Mais bref, j'essaie simplement de jouer un bon rôle de journaliste lorsque l'on aborde les phénomènes paranormaux, de séparer le vérifiable de ce qui ne l'est pas et ce qui n'est pas vérifié ou vérifiable n'est pas forcément faux, mais on doit bien sûr le gérer avec beaucoup plus de sens critique. Alors, vous présentez une émission qui s'appelle Radio X-Files sur la radio au Québec. Les spectateurs ont dû l'entendre, mais il me semble qu'on ne l'a pas précisé. Mais vous êtes au Québec, donc Oui. vous êtes présentateur de cette radio, de Radio X-Files, qui aborde encore une fois tous ces thèmes de l'inexpliqué, de l'étrange, des ovnis, des meurtres aussi parfois. Euh, Comme vous l'avez dit, ce que moi je trouve vraiment très intéressant dans votre démarche, c'est que vous n'êtes pas engagé ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que je vais vous écouter raconter une histoire de paranormal, par exemple de possession, comme on va parler ce soir, et vous allez apporter les faits avec ce côté un petit peu sensationnaliste qui n'est pas exagéré. Il y a un côté un petit peu du sensationnel, de l'histoire comme elle est rapportée un petit peu dans les journaux populaires. Et des fois, vous me faites rager un petit peu. Je me dis, oh là là, il présente les choses du côté détonnant. Mais juste après, vous avez toujours le petit mot pour dire, n'oubliez pas, certains sceptiques ne pensent pas la même chose. Il y a des études qui ont été portées sur ça. Il n'y a pas consensus sur la question. Et en fait, je trouve vraiment génial cette idée de mélanger un petit peu les deux. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on vous le reproche, cette position neutre? Oui, c'est d'ailleurs une position qui est assez inconfortable parce que si on regarde au cours, moi j'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes paranormaux dans les années 1970, donc bien avant ma formation de journaliste. Et à l'époque, probablement que on était bien avant les médias sociaux, bien sûr. Et est-ce que les médias sociaux ont contribué contribuer à créer cette espèce de fossé. Parce qu'à l'époque, dans les années 70, on avait d'un côté les gens qui étaient très croyants, d'un autre côté, on avait les sceptiques très militants, et au milieu, on avait une zone où les gens étaient beaucoup plus ouverts à discuter de la question des phénomènes paranormaux. C'était des conversations qui étaient souvent très animées, mais qui se faisaient, bien sûr, dans la bonhomie, qui se faisaient avec un franche sentiment de camaraderie. On parlait donc de phénomènes paranormaux. Et avec les années, malheureusement, j'ai vu d'un côté comme de l'autre une radicalisation
de la position. Donc aujourd'hui, on a les très croyants, on a les très sceptiques, et au milieu, on a de moins en moins de gens qui sont ouverts à discuter ouvertement des phénomènes paranormaux. C'est très souvent une position du genre vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Et ça, je trouve que c'est un peu malheureux. J'imagine que les médias sociaux ont favorisé cette radicalisation des positions. Moi, j'ai toujours un peu, à partir du moment, je dirais, du milieu des années 1980, donc à ma sortie de l'université, j'ai toujours maintenu cette position entre les deux. Et c'est une position, bien sûr, qui est devenue, avec les années, de moins en moins confortable. Vous avez mentionné effectivement que j'anime cette émission à la radio, Radio X-Files, qui est une émission où on parle 1 heure. C'est une émission quotidienne d'1 heure tous les soirs où on aborde les phénomènes paranormaux. Mais c'est vrai aussi qu'au cours des dernières années, j'ai produit plusieurs séries documentaires tournant principalement autour des phénomènes paranormaux. On se rappelle, par exemple, ici au Québec, ce qui a beaucoup marqué, au début des années 2000, par exemple, j'ai fait une série qui s'appelait sur les ovnis, qui s'appelait Enquête sur les ovnis. Ensuite, j'ai tourné des séries Force obscure. Je suis allé aussi du côté des enquêtes criminelles, des enquêtes policières, mais toujours avec ce petit aspect du surnaturel. Donc, j'ai fait une série qui s'appelait Crimes occultes et surnaturels, où là, les motivations des assassins se retrouvaient souvent dans le côté de la magie ou de l'occulte. Et je fais plusieurs émissions à la radio, plusieurs émissions, vous avez mentionné Radio X-Files, à Radio X, qui est une importante station de radio de la ville de Québec, mais je suis également basé, j'habite en banlieue de Montréal, j'ai également des chroniques à la radio de Montréal, notamment au 98.5 FM, qui est sans aucun doute la radio parlée la plus populaire du Québec, et je participe également à des émissions de télévision pour aborder la question du paranormal. Et je pense que cette demande, elle est justement justifiée à cause de ce discours où je me situe toujours entre les tenants des croyances et les tenants du scepticisme. Et je pense que c'est une position, même si elle est inconfortable, je pense que c'est la meilleure position parce qu'elle nous permet de voir les deux côtés de la médaille et de discuter ouvertement avec ceux qui sont partisans du paranormal et ceux qui sont du côté, je pense qu'en Europe, vous appelez la zététique, ici on appelle plutôt les sceptiques. Oui. Mais donc, en me plaçant au centre, je peux avoir le pouls des deux groupes et essayer de faire de départager un peu ce qui est vérifié, ce qui est vérifiable et quelle est souvent la teneur des discours des uns comme des autres. C'est très intéressant ce que vous dites parce que ce clivage entre tenants et sceptiques, je l'ai aussi identifié et j'ai aussi créé cette émission Mystère dans l'optique de faire venir des tenants, de discuter avec des tenants. Moi, je suis quelqu'un je suis très attiré par le scepticisme scientifique, par la zététique parce que ça correspond un peu plus à ma logique, je m'y retrouve plus en fait, mais j'ai quand même invité des chercheurs du paranormal, j'ai quand même invité des gens qui tiennent des théories, des allégations un petit peu que moi je ne tiendrai pas, quoi. Enfin, on essaye d'écouter tout le monde dans le respect et c'est vrai que cet exercice n'est quand même pas super évident parce que d'un côté comme de l'autre, on a tendance à me dire « Ah, t'aurais pu réagir là ». C'est vrai que j'ai des collègues qui écoutent l'émission et qui me disent « T'as laissé passer ce truc, moi j'aurais pas pu » et tout ça. Mais en fait, c'est un petit peu prendre sur soi. Parce que si on se bloque sur des choses qu'on ne laisse pas passer, on fait plus rien passer et puis la discussion se rompt totalement. Moi, je fais partie d'un groupe paranormal. Ça fait à peu près 2 ans que je viens dans ce groupe. Les disputes entre sceptiques et tenants, ça va loin des fois, ça va très vite. Et on a des préjugés à la fois du côté des tenants et à la fois du côté des sceptiques. Et moi, je trouve que votre travail, il est très important pour ça, pour recréer le dialogue. Et parce que finalement, si on reste chacun avec ses idées dans son coin et qu'on parle qu'à nos convertis, on n'avance pas beaucoup. Ouais. En fait, moi, un peu dans mon discours, c'est de dire que la croyance, elle est légitime. Ce qui est moins légitime, c'est d'imposer ses croyances. Donc, j'essaie simplement de regarder les faits vérifiés et vérifiables. Et pour le reste, je laisse ça à la croyance de tout un chacun.
Euh, vous avez dit quelque chose d'intéressant dans une interview. Vous avez dit, ce n'est pas les manifestations, par exemple, quand on parle de manifestations de fantômes, ce n'est pas les manifestations que je remets en question, c'est l'interprétation. J'ai trouvé cette phrase très intéressante. C'est-à-dire que vous ne remettez pas en question que les gens ont vécu quelque chose, qu'ils l'ont vu, mais par contre, l'interprétation, pour vous, il faut rester prudent. On va peut-être pouvoir expliquer des choses avec des avancées de la science. Par exemple. Ouais, tout à fait. Moi, ça fait maintenant, ça fait plus de 45 ans que je suis dans cet univers du paranormal. Et ce que j'ai pu vérifier, c'est que les gens qui rapportent des phénomènes à caractère paranormaux, ben, ce sont des gens qui ont, ils les rapportent de manière très honnête. Ils racontent ce qu'ils croient être la réalité. Je pourrais compter sur les 10 doigts de la main le nombre de fois où des gens m'ont raconté des histoires avec une idée préconçue de tromper les enquêteurs. Non, les gens racontent des phénomènes qu'ils croient être la réalité de ce qu'ils ont observé. Maintenant, c'est un bon travail d'enquête qui doit déterminer si ces gens rapportent... parce qu'il faut toujours se rappeler, lorsque les gens racontent des événements, on est toujours en présence du témoignage. Qu'on enquête sur des phénomènes de fantômes, qu'on enquête sur des phénomènes de ovnis. Par exemple, les ufologues diront « nous enquêtons sur les ovnis », ce qui n'est pas vrai. Ils enquêtent sur des témoignages, des récits d'observation d'ovnis, mais nous n'avons pas l'ovni sous la main. Donc, il faut être très prudent dans ce discours. Il faut savoir que pour les gens, et les sciences cognitives, au cours des 20 ou 30 dernières années, nous ont démontré à quel point les témoignages pouvaient facilement se colorer, à quel point les témoignages étaient peu, et particulièrement lorsqu'on est placé devant quelque chose d'inattendu et d'inexplicable, ou à tout le moins d'inexplicable pour le témoin, à quel point les témoignages peuvent finalement être peu crédibles. Mais les gens racontent ce qu'ils croient être la réalité. Et ici, il faut déterminer qu'on a d'abord une réalité psychologique, c'est la réalité de ce que moi je crois qui s'est produit, et il y a la réalité objective, ce qui s'est réellement produit. Par exemple, si on avait placé une caméra sur le bas-côté de la route ou dans une maison, par exemple, est-ce qu'on aurait observé les mêmes phénomènes que rapportent les témoins? Donc, il faut bien comprendre qu'au niveau de la psychologie, il y a la vérité factuelle, il y a la vérité psychologique. Souvent, entre les deux, ben, il peut y avoir des différences et c'est aux enquêteurs de déterminer si ces différences permettent de trouver une explication. Peut-être, avais-tu une question? Alors bon, bah moi pour en revenir un peu au clivage tenant-sceptique, oui, c'est ne nous tapons pas dessus les uns les autres. Alors moi je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, mais je vais le redire, je suis un sceptique certes, mais je suis un sceptique enthousiaste, c'est-à-dire que j'ai du mal à croire sans preuve, mais j'aimerais vraiment me tromper, j'aimerais vraiment que certaines choses que les tenants croient existent au fond de moi. Et puis il y a des choses même que les sceptiques commencent à voir qui me paraissent folles. Un exemple, ce serait par exemple en psychologie, le MDR, c'est-à-dire soigner les gens avec des mouvements des yeux. D'instinct, je me dis, ce truc n'a aucun sens, c'est une pseudoscience, alors que pourtant, ça a l'air de fonctionner. Donc il faut parfois suspendre son jugement et évoluer quand la science évolue de notre côté pour les sceptiques. Voilà, tout ça pour dire que croyants et sceptiques, nous pouvons nous parler, nous avons à apprendre les uns des autres, j'en suis convaincu, et pas que, il faut pas croire que c'est l'autre camp qui est bête et qui sait tout. Notre camp a ses défauts aussi, que vous soyez côté tenant ou côté sceptique, nous avons, je pense, à apprendre les uns des autres. Mais j'avais quand même une question presque un peu provocatrice pour vous, Christian. C'est vous, je pense, vous devez recevoir les retours des auditeurs ou des téléspectateurs. Je voulais juste savoir un peu par provocation, lesquels sont les plus violents avec vous entre les tenants et les sceptiques? Moi, je dirais que les tenants sont beaucoup plus violents que les sceptiques. Ah d'accord, ça me surprend. J'ai comme l'impression souvent que les tenants ont une espèce d'agenda. Ils veulent convaincre absolument de la réalité d'un phénomène paranormal, des phénomènes paranormaux. Et très souvent, à faute d'arguments, ben, on tombe rapidement dans l'insulte. Et moi, je le vois au quotidien. Je suis ici au Québec, je suis probablement le personnage le plus diabolisé, hein. Je suis beaucoup trop croyant pour être un bon sceptique et beaucoup trop sceptique pour être un bon croyant. Mais moi, j'avoue que ce débat-là entre croyants et sceptiques m'intéresse pas beaucoup. J'essaie de me tenir en dehors de la mêlée et je vois quand même ce qui se fait sur le terrain. Et c'est vrai que parfois, les insultes fusent d'un côté comme de l'autre.
quoique si je devais choisir un clan, je dirais que le clan des croyants est très souvent beaucoup plus violent que celui des sceptiques. D'accord. Alors, ce soir, le sujet qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est un sujet très sombre. On va parler d'exorcisme et de possession. Donc, je voudrais commencer d'abord par la petite définition de qu'est-ce qu'un exorcisme. Donc, l'exorcisme est un rituel religieux destiné à expulser une entité spirituelle maléfique qui se serait emparée d'un être animé, humain ou animal. Ça, c'est la définition de Wikipédia. Donc, en fait, ces êtres, ces personnes-là qui pensent être possédés, il y a des petites cases à cocher. Qu'est-ce qui peut leur arriver? Alors, on constate que c'est des personnes qui rentrent dans une espèce de transe, que c'est des gens qui présentent des voix démoniaques, c'est-à-dire qu'il va y avoir une modification de la voix. Ils peuvent être très violents, ils ont tendance à attaquer les autres. On parlera d'une affaire d'ailleurs où cette fille essayait même de mordre ses proches et de se mordre soi-même. Il y a un côté très violent dans les actes et dans les mots. Ces personnes-là ont l'air d'avoir une aversion pour les signes religieux et tout ce qui est la religion. Ils ont une force physique décuplée. Alors ça, c'est ce qu'on entend dire. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais on entend souvent dire ça, que c'est des gens qui ont une force physique décuplée. Et ils ont tendance aussi, j'ai vu ça, qu'ils auraient tendance à connaître les secrets des personnes. Ils auraient tendance à connaître des choses qu'ils n'auraient jamais dû connaître, mais ils le savent. D'où l'idée que ces gens-là sont possédés par des démons qui prennent contrôle de leur corps. Que pouvez-vous nous dire là-dessus, Christian Page? D'abord, la définition que vous donnez est une définition sur la possession diabolique telle que vue par la religion judéo-chrétienne. Alors, il faut comprendre que sur le plan anthropologique, 80% à peu près des religions ou des mouvements religieux, que ce soit des religions comme par exemple l'islam ou l'hindouisme, ou que ce soit des religions syncrétiques, par exemple, si on parle du voodoo, qu'on parle de l'Ubanda ou encore de la Santeria, 80% de ces religions ont des mécanismes qui se rapprochent du phénomène de la possession. Pas forcément la possession diabolique, mais quelque part des mécanismes ou des entités invisibles, parfois bienveillantes, parfois malveillantes, vont prendre possession d'un individu. Donc, de façon très large, on voit que sur le plan des religions ou des minorités religieuses, ou même dans certains cas des mouvements païens, on retrouve des mécanismes qui se rapprochent du phénomène de la possession. Même, par exemple, dans le spiritisme, il y a des phénomènes de communication où des médiums vont se laisser envahir par un esprit et parler au nom de cet esprit. Donc, on a beau appeler le phénomène du channeling, par exemple, il n'en reste pas moins que c'est un phénomène de possession. Le médium est possédé pendant un moment par l'esprit qu'il canalise pour livrer une information. Et ensuite, on arrive à cette définition beaucoup plus occidentale du phénomène de la possession diabolique, parce que, évidemment, dans les pays occidentaux, lorsque l'on parle de possession, la première chose qui nous vient en tête, c'est le phénomène de la possession diabolique. Tu as donné relativement une bonne définition sur l'ensemble des critères qui sont attribués aux possédés, hein, parce qu'il faut bien comprendre que la possession diabolique telle que le conçoit l'Église, elle a quand même évolué, ce phénomène de possession, hein, et de rituel. Hein, le rituel de l'exorcisme, il a aussi évolué. Hein, il y a encore quelques années, quelques décennies, on utilisait comme rituel de l'exorcisme, on utilisait un manuel qui datait de 1608. Donc, à un moment donné, sous le pontificat de Jean-Paul II, on a jugé bon de remettre à jour ce rituel de l'exorcisme en y incluant ce qu'on n'avait pas dans l'ancien rituel, en y incluant, bien sûr, l'intervention de spécialistes en maladies mentales pour déterminer si les possédés ne présentaient pas des pathologies psychologiques ou psychiatriques. Donc, tout ça s'est fait sous le pontificat de Jean-Paul II. Il est vrai qu'encore aujourd'hui, je dirais que la possession diabolique est un discours qui est un peu
qui met un peu les ecclésiastiques mal à l'aise. Certains reconnaissent l'existence du diable, reconnaissent le phénomène de la possession diabolique, mais il faut dire qu'il y a, même parmi les ecclésiastiques, parmi les représentants de l'Église chrétienne, il y a quand même un malaise lorsque l'on parle du phénomène de la possession diabolique, parce que beaucoup ont commencé, il y a un fossé qui s'est creusé au fil des ans avec l'avènement des sciences psychologiques ou psychiatriques. Cela étant dit, c'est vrai que le phénomène de la possession, que le phénomène du diable lui-même, reste un élément essentiel qui fait partie littéralement des dogmes de l'Église, la présence de ce diable. Et bien sûr, l'Église voit la possession sous deux aspects. D'abord, il faut dire, on a parlé de la possession, mais la possession elle est quand même la manifestation la plus maligne de la possession. Parce que d'abord, un fidèle peut être tourmenté par le diable. Donc, lorsqu'il y a tourment du diable, on va procéder à ce qu'on appelle un exorcisme mineur ou des prières de libération. C'est-à-dire que le représentant de l'Église catholique, un prêtre, va rencontrer le fidèle, discuter avec lui. Le phénomène du tourment du diable se manifeste surtout par des pensées impures. Donc, il y aura des discussions, des prières de libération pour ramener le fidèle vers des pensées plus positives, plus chrétienne, entre guillemets. Et puis ensuite, il y a un moment où ce phénomène du tourment du diable va passer en vitesse grand V. C'est le phénomène de la possession diabolique. Alors là, le fidèle a l'impression qu'une entité, une volonté se substitue à sa pensée. Et là, à ce moment-là, on doit faire appel non plus à un exorcisme mineur, mais à l'exorcisme majeur. Et c'est ce que tu as défini. Donc, c'est ce combat entre le prêtre et cette entité qui possède le fidèle pour le chasser du corps de ce fidèle. Et là, on va faire appel à toutes sortes de prières, on va faire appel à ce rituel de l'exorcisme. Et bien sûr, l'Église reconnaît des symptômes. Elle dit, bon, ben, pour reconnaître qu'un fidèle est possédé par le diable, il doit présenter une force physique extraordinaire, il doit être en mesure de parler de phénomènes ou de choses qui lui sont inconnues, cette idée d'une clairvoyance qui va être associée au possédé. Et bien souvent, le possédé doit être en mesure d'identifier les entités qui l'habitent. Et parfois, dans certains phénomènes, on va entendre le possédé s'exprimer avec une voix gutturale qui peut être la voix du démon. Mais on voit qu'il y a déjà au départ une gradation dans les phénomènes, une gradation dans la perception du phénomène du diable. Et même si l'Église, en 2022, l'Église catholique, comme je l'ai mentionné, un certain pourcentage de prêtres catholiques ont un certain malaise à parler du phénomène de la possession diabolique, parce que pour certains, c'est un peu un relent du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Il n'en reste pas moins qu'il y a encore aujourd'hui des formations sur l'exorcisme. Une d'entre elles, d'ailleurs, vient tout récemment de prendre fin à Rome. Donc, chaque année, on produit, entre guillemets, littéralement de nouveaux prêtres exorcistes. Il y a de nouvelles formations. On se réunit à Rome, on parle du diable. Il y a certains prêtres très fondamentalistes qui voudraient revenir à des visions beaucoup plus qui remontent avant le nouveau rituel de l'exorcisme. On pense par exemple au père Gabriel Amorth, qui est décédé il y a quelques années, qui a fait beaucoup connaître les phénomènes d'exorcisme, et qui était lui-même un partisan de l'ancienne école. Il était le prêtre en chef du diocèse du Vatican, donc il a beaucoup parlé d'exorcisme. Il rejetait un peu le nouveau rituel de l'exorcisme proposé sous le pontificat de Jean-Paul II, mais on voit qu'il y a quand même des querelles au sein même de l'Église sur l'importance que l'on doit donner à cette possession diabolique et l'importance du rituel de l'exorcisme. Mais c'est vrai que pour notre conversation de ce soir, le phénomène de la possession diabolique fait partie des rituels qui sont toujours présents au sein de l'Église catholique. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus au cours des dernières années. Est-ce que c'est dû un peu à l'isolement dû à la COVID? Les gens se sont retrouvés isolés. Est-ce que les gens avaient plus d'angoisse? Mais c'est vrai qu'au cours des dernières années, on a vu une augmentation de cas, ou à tout le moins de demandes auprès de l'Église pour des rituels d'exorcisme.
Alors, il me semble avoir vu un chiffre, on compterait à peu près une centaine d'exorcistes, de prêtres exorcistes en France. Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, j'ai vu un prêtre exorciste américain, là où c'est très développé là-bas, hein, c'est beaucoup plus développé que chez nous en tout cas. Il disait que lui expliquait ce grand nombre de personnes qui se sentent possédées par le fait qu'il y a une baisse de la croyance, une baisse générale de la croyance, et qu'en fait les gens n'ont plus certaines réponses qu'ils pourraient avoir en lisant les textes sacrés et tout ça, et du coup sont un peu perdus et tombent un petit peu dans ce schéma de la possession. Je voulais dire aussi que les critères avant d'envoyer un prêtre faire un exorcisme officiel par le Vatican, c'est très strict en fait. Il y a tout un tas de questions à faire passer à la personne, et d'après ce que j'ai compris, la première étape fondamentale avant de commencer un exorcisme, c'est de faire une analyse psychologique de la personne. Donc, rien n'est déclenché s'il n'y a pas des services psychologiques, psychiatriques qui ont pris en charge la personne avant. Et ça, c'est très important dans une histoire qu'on va aborder tout à l'heure. Mais peut-être, Pata, tu avais une question. Oui, en fait, je sais pas si vous pourrez répondre, mais j'ai une question. Je sais que l'Église, par exemple, recense un certain nombre de miracles qui sont reconnus par l'Église. Est-ce qu'il y aurait un peu la même chose pour les possessions, c'est-à-dire un nombre de possessions que l'Église établit, que ça, c'était vraiment une possession qui rentrerait dans tous les critères que vous avez cités, notamment la force, entre guillemets, surhumaine? Est-ce que ça existe ou vous savez pas? La grande problématique avec le phénomène de la possession, c'est que non, on n'a pas un registre comme les miracles, donc il n'y a pas de possessions qui sont reconnues officiellement par l'Église. On a évoqué qu'il y a une espèce de mécanique que l'on doit suivre. D'abord, le possédé fait une demande, il doit passer différents tests psychologiques ou psychiatriques. Ensuite, le prêtre doit faire une demande à l'évêque, à l'évêque du diocèse, pour éventuellement, lui, l'évêque, autoriser un prêtre exorciste à procéder au rituel. Mais c'est vrai que malheureusement, cette mécanique n'est pas toujours suivie. Il y a, comme je l'ai mentionné, des prêtres qui sont de la vieille école, n'iront pas jusqu'à demander l'intervention de psychologue ou de psychiatre et ne passeront pas non plus par l'autorisation de l'évêque. C'est ce qu'on va appeler des exorcismes sauvages. Malheureusement, il y en a encore beaucoup. Donc, cette idée de la mécanique, c'est vrai qu'elle est bien établie par le Vatican, mais de croire que tous les prêtres et tous les rituels d'exorcisme passent par cette mécanique, c'est absolument faux. Il y a des gens qui sont un petit peu dissidents de ces visions, de ce nouveau rituel de l'exorcisme, et préfèrent s'en remettre à la bonne vieille tradition. Donc, à partir du moment où un fidèle se dit possédé par le diable, le prêtre, avec sa formation d'exorcista, peut lui-même procéder au rituel de l'exorcisme. Malheureusement, il y a des dérapages. Chaque année, des dizaines de personnes vont décéder suite à des rituels d'exorcisme dits sauvages. Il y en a beaucoup, par exemple, dans des églises fondamentalistes religieuses aux États-Unis qui se réclament du christianisme, mais qui sont quand même dissidentes du Vatican et dans lesquels, bien sûr, on pratique de ces exorcismes sauvages. Mais non, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'exorcismes qui sont officiellement reconnus par le Vatican. Et il faut le dire également, à ce jour, je n'ai jamais vu un seul cas de possession diabolique qui a été bien documenté et qui représentait l'ensemble des symptômes proposés par le Vatican pour reconnaître un exorcisme. Donc, cette idée de xénoglossie, donc parler une langue qui est inconnue du possédé, faire preuve d'une force physique extraordinaire, d'être capable d'identifier les démons qui l'habitent, être capable de faire de la clairvoyance. Il y a même un des critères qui est de régurgiter des objets étrangers, des morceaux de verre, des clous, d'autres objets semblables. Or, je n'ai jamais vu un seul cas bien documenté où on pouvait retrouver l'ensemble de ces caractères. Il y avait eu un cas qui avait fait un petit peu parler de lui en 2008, pas trop dans la communauté francophone, c'était le cas de Julia. Le cas de Julia qui a été étudié par Richard Gallagher, qui est en fait un psychiatre, qui est un psychiatre diplômé, qui est professeur au Collège médical de New York en psychiatrie et à la faculté de Columbia. Donc en fait, pourquoi ça avait fait beaucoup parler de lui? Parce que effectivement, vous imaginez bien que vous arrivez avec quelqu'un de diplômé qui sort des écoles, qui enseigne dans des grands établissements,
il a, on va dire, une autorité, et que quand lui a dit Julia, c'est vraiment un cas vraiment de possession, cette fois-ci on en est sûr et tout ça, ça a fait beaucoup parler de lui. En gros, les tabloïds, j'allais dire, ont présenté ça comme la science reconnaît les cas de possession. Mais en fait, quand on écoute parler cette personne dans différentes interviews, mais également dans son site, il a un peu développé un petit peu toute cette histoire. Moi, je n'y vois que du témoignage, en fait, parce qu'il nous dit qu'il a des histoires assez impressionnantes à raconter avec Julia. Par exemple, la veille d'aller voir Julia, il était chez lui et puis on lui avait proposé d'aller voir cette fille. Et là, les chats commencent à se battre, à avoir des comportements anormaux. Et le lendemain, quand il va voir cette fille, d'après lui, la première chose qu'elle lui a dit, c'est comment as-tu aimé ce qui s'est passé avec les chats hier soir? Je paraphrase un petit peu. Et à partir de là, lui, il tombe des nues et il se dit, mais effectivement, elle connaît donc un secret que personne n'aurait pu connaître, donc ça commence plutôt bien. Et ensuite, il nous dit qu'il était en contact téléphonique avec l'un des prêtres à des milliers de kilomètres de Giulia, et que pendant l'appel téléphonique, ils ont reçu des messages avec la voix de Giulia, la voix démoniaque, et que en fait, le prêtre a interprété ça comme, ben oui, les démons peuvent passer effectivement dans les ondes téléphoniques, et puis on peut entendre la voix de Giulia. Mais encore une fois, ce n'est que du témoignage. Moi, je trouve difficile pour un scientifique, parce qu'en fait, ce scientifique, Richard Gallagher, reproche beaucoup aux scientifiques de ne pas écouter les exorcistes, de ne pas les connaître, de n'être jamais allé sur le terrain, d'avoir un a priori mauvais et que c'est pour ça que ça n'avance pas. Mais moi, je trouve qu'à lui, on pourrait lui reprocher de n'avoir que du témoignage à nous donner. Parce que l'identité de cette fille est totalement anonyme, on ne sait pas qui c'est. Il me semble qu'il y a des enregistrements, mais je ne sais pas s'ils sont disponibles. En tout cas, il me semble qu'il prétend en avoir, que ça a été énormément documenté, mais je ne suis pas sûr que ce soit disponible au grand public. Et en fait, cette histoire fait beaucoup parler d'elle. Je voulais juste préciser que cette personne est quand même un petit peu impliquée dans le côté détonnant, hein, parce qu'il est conseiller scientifique pour l'Association internationale des exorcistes. Donc en fait, grosso modo, quand un prêtre se retrouve face à une situation de personne possédée, c'est un petit peu la personne qui fait figure d'autorité. On va lui emmener cette personne et il va un petit peu faire le diagnostic de savoir si c'est vraiment une possession ou si c'est un trouble psychique. Et il en est à des centaines de validations, des centaines et des centaines de validations de cas de possession. Voilà, donc l'Association internationale des exorcistes, qui a été reconnue officiellement par le pape François en 2014. Ouais. Est-ce que tu me permets de faire un commentaire sur l'histoire de Julia? Oui, tout à fait. Dans le cas de Julia, par exemple, il faut se rappeler que le psychiatre qui prend la parole, en fait, qui raconte cette histoire-là dans un ouvrage qui s'appelle Demonic Foes, Richard Gallagher, il se présente lui-même comme étant un croyant, pratiquant, très convaincu. Donc, il croit à la possession diabolique, c'est un pratiquant très convaincu. La première fois d'ailleurs qu'il va évoquer l'histoire de Julia, c'est dans un journal chrétien où il évoque cette histoire de Julia. Ensuite, lui-même, lorsqu'il raconte l'histoire de Julia, il dit ne pas avoir été présent lors du rituel de l'exorcisme. Il raconte ensuite que lorsqu'il rencontre Julia dans son cabinet, il a quelques rencontres avec elle, il n'est pas réellement témoin de phénomènes extraordinaires en sa présence. Elle lui raconte des choses, mais tu le mentionnes bien, ce ne sont que le témoignage de Richard Gallagher et bien sûr son interprétation des faits. Lorsqu'il parle de phénomènes de lévitation, de voix gutturale, hein, il raconte ça dans son ouvrage, mais il admet d'un même souffle qu'il n'est pas présent lors du rituel de l'exorcisme. Hein. Ça se fait à des lieux de l'art, dans une église où il y a des prêtres exorcistes, mais lui, Gallagher, n'est pas présent au moment de cela. Donc, il ne fait que rapporter ce que des prêtres lui ont raconté.
raconter. Donc, malheureusement, on a un problème sur la documentation objective. L'interprétation de Richard Gallagher, qui lui-même se définit comme un pratiquant, qui se définit lui-même comme étant un croyant sur les phénomènes de la possession diabolique, qui publie dans des périodiques qui sont des périodiques chrétiens. Donc, on n'est pas nécessairement dans un cadre où l'objectivité à 100% est respectée. Donc, bien sûr, il raconte des histoires extraordinaires, mais il faut le rappeler, ce qui serait nécessaire, c'est d'avoir un cas où des psychologues et des psychiatres vont se pencher de manière indépendante sur des soi-disant possédés et ensuite avoir aussi l'opinion des prêtres ou des exorcistes qui seront impliqués dans le dossier. Dans le cas de Richard Gallagher, on n'a malheureusement pas cette documentation, on n'a que son témoignage à lui et d'autant plus, je pense qu'il est légitime de se questionner sur l'objectivité de Richard Gallagher compte tenu de ses propres positions par rapport à l'Église, par rapport au phénomène de la possession, même s'il est un psychiatre reconnu. Ça ne l'empêche pas d'avoir ses propres croyances et d'être biaisé dans ses croyances. On se rappellera, par exemple, dans le phénomène des ovnis, on a eu un peu, c'est ce que j'appelle, c'est un peu le syndrome de la blouse blanche ou le syndrome d'autorité, hein, le biais d'autorité. On nous dit, ben voilà, on a Richard Gallagher, c'est un psychiatre. Rappelez-vous, dans l'histoire des ovnis, les ufologues ont souvent évoqué le rôle de John Mack, qui était un psychiatre, qui était attaché à l'université Harvard, qui s'était prononcé en faveur des enlèvements extraterrestres, même si Mack mettait un bémol en disant « Je ne suis pas convaincu que les gens sont amenés physiquement dans un vaisseau spatial, mais je crois que cette expérience de l'enlèvement, elle est le produit d'une intelligence extérieure, comme s'il y avait une intervention, comme si c'était un scénario mis de l'avant par une quelconque intelligence étrangère. » Mais bon, John Mack était quand même un psychiatre, il était quand même reconnu pour son travail. Il avait même reçu un prix Pulitzer pour une biographie de T.J. Lawrence, Laurence d'Arabie. Donc, c'est un personnage important, mais ça n'empêchait pas John Mack d'être victime de ses propres croyances. Et plein de scientifiques, plein de psychologues et de psychiatres qui se sont intéressés au phénomène des enlèvements extraterrestres. Je pense même à une collègue de John Mack à l'université Harvard, n'est pas du tout arrivée à la même conclusion que lui. Elle en a conclu que ces phénomènes d'enlèvement extraterrestre étaient des dérives psychologiques ou psychiatriques. On peut se poser la même question dans le cas de Richard Gallagher. Si le cas de Julia ou les autres cas qu'il rapporte dans son ouvrage avaient été étudiés par des psychologues ou des psychiatres qui n'avaient aucun lien avec la religion, qui étaient peut-être des non-croyants, des agnostiques par exemple, est-ce qu'ils seraient arrivés aux mêmes conclusions que Richard Gallagher? J'en suis pas convaincu. Encore une fois, moi j'ai l'impression qu'on voit bien un petit peu ce conflit d'intérêts qu'a Gallagher sur son travail et ses allégations. C'est que le cas de Julia, c'est une sataniste autoproclamée grande prêtresse d'un culte satanique. Donc là, c'est bien parce que c'est quand on est chrétien de montrer que la possession démoniaque arrive aux gens qui se placent du côté de Satan. Ça arrange bien quand même, je trouve. Ce qui est intéressant, si tu me permets, au moment où tu mentionnes ça, ça me rappelle que au moment où j'avais lu l'histoire de Julia, j'avais été frappé par la description qu'elle donne de la secte satanique à laquelle elle appartenait. Cette secte satanique ou ce satanisme hollywoodien, il faut se rappeler qu'il n'existe pas. Donc, l'idée qu'on se fait de ces gens en grande toge qui se réunissent, sacrifient des enfants, on le sait, cette histoire-là, cette vision-là très hollywoodienne a alimenté la littérature, a alimenté le cinéma. Elle a alimenté la peur satanique qui s'est développée aux États-Unis dans les années 80 et dans les années 90. Le Congrès avait été saisi de ça. On avait même demandé au FBI d'enquêter sur ces histoires pour découvrir qu'il n'y avait absolument rien là-dedans. Donc, ce satanisme hollywoodien où des gens se réunissent avec des toges, ont des chants sataniques, font le sacrifice d'enfants, c'est bien pour Hollywood, c'est bien pour la littérature, mais le FBI, dans ses enquêtes, n'a jamais rien trouvé de semblable. Aux États-Unis, par exemple, il existe 2 églises sataniques, et dans les 2 cas, on pense par exemple à l'église de Satan, qui a été fondée en 1966 par Anton LaVey,
Et ensuite, en 1975, un membre dissident de l'église d'Anton LaVey a fondé le temple de Seth. Ce sont les deux églises sataniques qui sont reconnues aux États-Unis. Dans le premier cas, l'église de Satan, il n'y a pas de figure, il n'y a pas de déité, il n'y a pas de diable. C'est simple. Bon, en fait, Anton LaVey a utilisé le nom de Satan en fondant l'église satanique parce que ça choquait le puritanisme américain, mais en réalité, on est ici dans une organisation entièrement hédoniste. Donc, les gens se réunissent, font des soirées entre eux, on se donne un libertinage, bon voilà, c'est davantage ça que l'église de Satan. Quant à l'église, le temple de Seth, fondé en 1975 par Michael Aquino, donc l'autre église satanique, il y a une déité satanique qui est Seth, mais pas dans la façon où on le voit. Donc, l'idée, encore une fois, de ce Hollywood, de ce satanisme hollywoodien où on rend un culte au personnage du diable, on ne retrouve pas ça non plus dans le temple de Seth. Et ce sont les deux seules églises organisées. Pour les autres cas de satanisme aux États-Unis, le FBI a été assez clair. C'est une enquête qui a duré pendant 2 ans. On retrouve des petits groupes de gens qui sont souvent des adolescents ou de jeunes adultes et qui décident soudainement de se faire un satanisme artisanal. Donc, on écoute de la musique heavy metal et on se dit, bon, on va faire un culte à Satan. Et que font les satanistes? En fait, on n'en a aucune idée, mais si on regarde du côté des fondamentalistes religieux, eux nous ont décrit le satanisme. En fait, tout ce que l'on sait de ces supposés rituels sataniques hollywoodiens nous vient en fait de fondamentalistes religieux chrétiens. Eux nous disent que, ah oui, les satanistes, ils se réunissent, ils ont des toges noires, ils sacrifient des enfants, boivent le sang des bébés. Alors, à l'autre extrémité, on a ces adolescents un peu éclatés qui se disent, bon, on est des satanistes, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben les satanistes boivent du sang. Alors, on va égorger des chats, des chiens, on va boire le sang. Ah oui, les satanistes se réunissent avec des toges noires. Alors, on va se faire des toges noires et on va se réunir. Donc, on voit que toute cette dépendance ou toute cette imagerie nous vient en fait de fondamentalistes religieux qui ont imaginé une forme de satanisme qui parodie les rituels de l'Église, les messes noires, les crucifix inversés, mais en réalité, ce satanisme, il n'existe pas. On a des groupes complètement de jeunes adultes, d'adolescents déjantés qui vont renverser des pierres dans des cimetières, vont sacrifier des chats, boire du sang entre eux et écouter de la musique heavy metal. Malheureusement, de temps à autre, il y a des dérapages. Faut-il rappeler de tristes mémoires, des gestes criminels qui ont été commis un peu partout par des petits groupes de gens, 5, 6, 7 individus qui se réunissent autour d'un gourou charismatique et se laissent entraîner dans des dérapages. On se rappelle par exemple la très célèbre affaire Charles Manson dans les années 60 où on avait un groupe de gens, la famille que l'on appelait, réunis autour d'un gourou charismatique. Mais ce n'est pas représentatif du satanisme et encore moins de mouvements occultes. Ce genre de satanisme, celui que décrit Julia, n'a jamais existé. Donc déjà au départ, lorsque Richard Gallagher reçoit Julia et qu'elle lui parle de ce grand prêtre sataniste qui s'habille de noir, elle raconte qu'elle a elle-même été enceinte, qu'on a pris son bébé ou son fœtus, qu'on a procédé à des rituels. Ça n'existe pas. Ça relève entièrement... C'est une légende urbaine, en fait. Oui, c'est une légende urbaine, et c'est cette même légende urbaine qui a alimenté la peur satanique des années 80 et des années 90. Oui, il y a eu cette panique morale. Voilà, jusqu'à ce que finalement le FBI nous dise non seulement ça n'existe pas, mais des fondamentalistes religieux qui se réclamaient du christianisme ont placé parce que c'était l'idée, on pourrait faire de très longs, on pourrait faire des séries d'émissions là-dessus. En fait, l'idée au départ, dans la peur satanique, il y a eu 2 grands concepts. D'abord, l'idée que les satanistes étaient organisés et avaient infiltré toutes les arcanes du gouvernement. Et dans un deuxième temps, et ça a été une catastrophe, c'est de dire les enfants ne mentent pas. Alors que c'est faux. Les enfants vont livrer des témoignages en fonction des attentes des adultes. Alors, si les adultes posent des questions
qui sont ciblées, des questions qui ont déjà des semi-réponses. Les enfants vont aller vers ces réponses-là parce qu'ils savent ce que les adultes attendent. Et bien sûr, s'il y a une récompense à la fin, par exemple, on pose la question à l'enfant, oui, est-ce que, par exemple, mon oncle ou ma tante ont eu des gestes déplacés? Et là, l'enfant dit non, mais on insiste, tu es bien sûr. Alors, l'enfant comprend d'instinct que ce n'est pas la réponse qu'attend les adultes. Et parfois, par exemple, il y aura une récompense. Hein. Si on donne la bonne réponse, on aura une gâterie, on aura une sortie, on pourra aller au parc d'attractions. Donc, les enfants ne sont pas des imbéciles. Les enfants comprennent. Et quand on regarde les témoignages qui ont alimenté la grande peur satanique des années 80-90, on voit que lorsqu'on regarde les bandes vidéo, parce que de très nombreux témoignages d'enfants ont été filmés, on voit bien sûr ces questions dirigées pour amener les enfants à répondre dans le même sens que celui des adultes. Il faut se rappeler que la peur satanique aux États-Unis dans les années 90 a donné naissance au plus long et au plus coûteux procès de l'histoire des États-Unis, qui est l'histoire de l'école pour enfants, la McMartin Maternal School. Et ce procès-là a duré des années. On accusait les gens d'être tous membres d'une secte satanique. Et le procès a duré des années, a été excessivement coûteux et tous les accusés ont été bien sûr blanchis. Et déjà au moment où les enfants commencent à raconter le récit, lorsqu'un des enfants dit il y avait parmi les satanistes l'acteur Chuck Norris, déjà, j'imagine qu'on aurait dû se poser des questions, mais on ne l'a pas fait. Donc, dans un premier temps, l'idée que les satanistes sont partout, dans un deuxième temps, que les enfants ne mentent pas, et dans un troisième élément, on pourrait ajouter l'hypnose. Dans bien des cas, parce qu'il faut savoir, c'est une histoire qui est très longue, et là, j'imagine qu'on dérive un peu du sujet de la thématique régressive. Non, mais c'est très intéressant. Parce qu'au départ, faut dire que la peur satanique, elle n'est pas que ça, mais elle repose en partie sur un ouvrage qui a d'ailleurs été publié au Canada, qui est un ouvrage canadien qui s'intitule Michelle Remembers. Pour les gens qui nous écoutent ce soir, peut-être un peu rappeler ce qui s'est produit. On avait cette femme, Michelle Smith, qui avait des problèmes de comportement. Elle avait déjà consulté à la fin des années 70 un psychologue du nom de Lawrence Pazder. Elle avait consulté Pazder et à chaque fois, Pazder avait conclu qu'elle devait souffrir d'une dépression ou de trucs semblables. Donc finalement, Michelle reprenait sa vie, mais c'était qu'à un. Et avec ces difficultés qui revenaient sans cesse, elle est retournée consulter. Là, on est en 1979. Elle retourne reconsulter Pazder. Et à ce moment-là, on croit, et ça c'est très important de remettre le contexte, à cette époque, de plus en plus, on utilise l'hypnose régressive comme étant un mécanisme thérapeutique. On croit aux vertus de l'hypnose et on croit aux vertus de l'hypnose et de la mémoire. On croit que l'hypnose peut favoriser la mémoire et on croit même à l'idée d'une mémoire occultée, que des éléments de l'enfance, des éléments de la vie auraient été si traumatiques qu'ils auraient été basculés dans une mémoire occultée. Or, on sait aujourd'hui que ça n'existe pas, la mémoire occultée. Mais à l'époque, on y croyait. Et on croyait que l'hypnose était un bon mécanisme pour aller rechercher cette mémoire. Donc, lorsque Michelle Smith se retrouve dans le cabinet du docteur Pazder, Pazder utilise l'hypnose régressive, il l'amène à raconter des souvenirs d'enfance. Et dans sa petite enfance, Michelle Smith raconte qu'elle a été abusée par ses parents qui étaient membres d'une église satanique, qui l'ont obligée à sacrifier des animaux, à boire du sang. Donc, tout le scénario assez grotesque, mais hollywoodien de ce que l'on imagine comme les rituels sataniques. Elle va raconter ça à Pazder et éventuellement, déjà, on a un problème d'éthique parce que Michelle Smith va divorcer de son mari. Lawrence Pazder, le psychologue, va divorcer de son épouse et ensemble, ils vont se marier. Donc là, déjà, le psychologue, le thérapeute qui épouse sa patiente, on a déjà un problème d'éthique. Néanmoins, ils vont publier un ouvrage. Cette fois, on est en 1980. L'ouvrage paraît en librairie. Michelle Remembers. Michelle se souvient.
Et là, elle raconte avec moult détails, sous hypnose, les abus qu'elle a vécus. Cet ouvrage va se hisser en tête des ventes aux États-Unis et au Canada. Hein, Michelle Smith, pour situer les gens qui nous écoutent, c'est une Canadienne qui vivait à l'époque à Victoria, sur l'île de Vancouver, donc dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique. Et donc, son ouvrage paraît simultanément au Canada et aux États-Unis, se hisse en tête de vente. Et là, les gens vont lire cet ouvrage-là et ils ont l'impression de se reconnaître. Donc, des gens qui ont déjà des troubles de comportement, en lisant l'ouvrage de Michelle Smith, se mettent à se dire: j'ai l'impression que ça me rappelle quelque chose. J'ai l'impression que moi aussi, j'aurais pu être victime de ces abus. Et on voit se développer un commerce de l'hypnose. Donc, des gens se mettent à hypnotiser d'autres gens. Souvent, ce ne sont pas des professionnels. Et on les amène à raconter leurs histoires d'abus. Des abus, bien sûr, qu'ils vont calquer sur ceux qu'ils ont lus dans l'ouvrage de Michelle Smith. Et voilà, c'est un effet domino. Les gens se mettent à raconter des abus et la peur satanique se met en branle. Ces groupements sataniques, c'est impossible. C'est pas possible qu'il y ait une femme sur l'île de Vancouver qui soit victime d'abus sataniques et une autre qui soit victime d'abus semblables dans l'Ohio, ou une autre femme qui soit victime d'abus semblables dans le Tennessee ou dans le Wyoming. C'est sûr qu'il doit y avoir des ramifications, il doit y avoir des centaines, sinon des milliers de groupes sataniques qui entretiennent des liens entre eux et qui commettent le même genre de rituels sur les mêmes genres de personnes. Et là, bien sûr, la peur satanique s'installe. Donc, ces croyances-là, je sais que j'ai beaucoup dérivé du sujet de ce soir. Je m'en excuse. Je suis un passionné. Je pense que ça se sent, on le voit. Mais donc, cette peur satanique va s'installer et c'est exactement ce scénario que notre Julia, pour ramener le sujet, que notre Julia va raconter au docteur Gallagher, mais qui est un scénario de satanisme inventé. Et Gallagher ne fait pas preuve d'aucun sens critique. Il n'essaie pas de documenter est-ce que c'est vrai que Julia appartient à ce groupe satanique? Qui est le leader de cette organisation satanique? Est-ce qu'on a des preuves que ce groupe-là existe réellement? Non. Il accepte spontanément les déclarations de Julia qui lui racontent ce qui se passe, des sacrifices ou des rituels qui ont lieu à l'intérieur de cette secte satanique, alors que lui ne pose aucune question sur la véracité de ces éléments. Patate, avais-tu une intervention? Alors, plusieurs. Déjà, je voudrais rappeler qu'il y a une chose qui peut s'appeler les faux souvenirs induits. Et comme on a vu sur nos anciennes émissions avec les ovnis, pour faire le lien, quand on écoute un témoignage, il y a des choses à faire et des choses à ne surtout pas faire. Et là, je pense qu'il y a énormément de choses à ne surtout pas faire. Et alors autant quand on voit un ovni, au pire on peut croire qu'il y a un ovni qui a débarqué alors qu'il n'y en a pas et c'est pas très grave. Mais quand on parle de pédophilie et que ça peut aboutir à des choses bien plus graves que de croire à tort qu'il y a un ovni ou qu'il n'y a pas d'ovni, donc ça me paraît assez grave. Après peut-être que dans les années précédentes on connaissait moins ces histoires, mais les faux souvenirs induits c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui paraît pas naturel mais qui existe et qui peut faire mal. Ensuite, je tenais à dire que quand un expert dit quelque chose, tous les diplômes qu'il puisse avoir, nous sommes quand même le pays de Didier Raoult. Hein. Absolument. Alors ça, c'est une pique gratuite, mais que j'assume pleinement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on parlait de religion. Alors, les religions, on a parlé beaucoup du pape, mais le pape n'est le chef, entre guillemets, que de l'Église catholique. Il ne faut pas oublier qu'il ne faut déjà pas confondre chrétien et catholique, qui est une confusion que l'on confond, et qu'aux États-Unis, beaucoup de chrétiens, si ce n'est la majorité, ne sont pas catholiques. Donc, les catholiques ont un truc qui a l'air carré, angle droit, et pour cela, nous pouvons les féliciter, même si j'admets que je ne suis pas souvent d'accord avec eux quand ils font des choses bien, il faut le dire, mais... Là, c'est aux États-Unis, on a beaucoup d'évangélistes ou de protestants. Et je suis pas, peut-être que Christian pourrait nous en parler un peu, mais je ne sais pas s'ils ont aussi des protocoles aussi carrés pour ce qui est des possessions de leur côté. Non, voilà, c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt. Donc, ce sont des églises, bien sûr, qui se réclament du christianisme, mais qui sont dissidentes, bien sûr, du Vatican. Donc, ils ont leur propre rituel, leurs propres règles d'exorcisme et commettent malheureusement ces exorcismes sauvages qui, malheureusement, à chaque année, on rapporte des décès. Ce qui est important aussi de mentionner, parce qu'on a soulevé le point, c'est cette idée du faux souvenir. Bien sûr, lorsqu'il y a eu cette peur satanique, éventuellement, les psychologues et les psychiatres sont intervenus durant
des procès. Et puis, on a clairement démontré que non seulement l'hypnose, d'abord que la mémoire occultée n'existait pas, dans un deuxième temps, que l'hypnose ne permettait pas d'augmenter les souvenirs. En fait, au mieux, elle, sous hypnose, un sujet qui n'a pas la réponse à la question qui lui est posée aura tendance à la fantasmer et l'introduire comme étant une nouvelle réponse qui viendra compléter en fait sa banque de mémoire pour un incident donné, alors qu'une partie des réponses auront été tout simplement fantasmées. Donc ça, on sait ça aujourd'hui. Autre élément également, quand on parle de l'hypnose et de tous ces mécanismes, c'est amusant de voir à quel point aujourd'hui, dans la plupart des sphères d'activité, on utilise la mémoire, que ce soit dans le domaine judiciaire ou dans le domaine scientifique, on est très conscient que le témoignage va s'altérer avec le temps et plus les années ou les mois passent, moins le témoignage va être précis. La seule sphère d'activité dans laquelle le témoignage ne s'altère jamais, c'est dans le paranormal. À écouter les tenants du paranormal, les témoignages de quelqu'un qui a vu un ovni ou qui a vu un fantôme, qu'il le raconte le lendemain de l'événement ou qu'il le raconte 20 ans après, c'est tout aussi crédible, c'est tout à fait factuel. Alors que dans toute autre sphère d'activité, on sait aujourd'hui à quel point la mémoire peut être défaillante et qui plus est lorsqu'on est placé devant des événements qui sont surprenants et qui ne nous sont pas familiers. Oui, qui sont choquants et qui surtout ne nous sont pas familiers. Donc à ce moment-là, le cerveau va décanter une série d'informations dans la mesure où je ne suis pas en danger. C'est son mécanisme premier, s'assurer de ma survie. Pour le reste, pour le détail, il n'en a que faire. Et lorsque je livrerai mon témoignage, je vais livrer l'information que mon cerveau a bien voulu retenir, mais pas nécessairement l'information factuelle de l'événement tel qu'il s'est produit. D'où cette notion que j'ai mentionnée au départ entre la mémoire factuelle et la mémoire psychologique. Ce que je crois qui s'est passé et ce qui s'est réellement passé. On constate aussi, il me semble qu'au plus le temps passe, au plus le témoignage se dégrade a priori. Et c'est pour ça que dans les enquêtes de police, les témoignages sont recueillis le plus tôt possible, vraiment le plus tôt possible. Et encore une fois, comme tu disais, l'entretien cognitif, peut-être faire attention de ne pas diriger les questions. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. Il me semble encore une fois que dans le cas d'une enquête policière, la petite fille était une victime et la maman s'offusquait. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas aller voir sa petite fille alors que, grosso modo, il me semble qu'elle avait vu son père se faire tuer et la mère avait vraiment envie de la réconforter et tout ça et elle était outrée que les gendarmes ne la laissent pas s'approcher de la petite fille. Mais en fait, c'était pour toutes ces raisons de l'influence parce que les parents aussi, même sans poser des questions, le fait qu'ils soient dans la pièce peuvent influencer les enfants. C'est très compliqué. Toutes ces histoires de témoignages. Ce qui est amusant aussi lorsque l'on parle du satanisme, de ce satanisme hollywoodien dont parlait Julia, il y a cette histoire de on va sacrifier des bébés. Vous avez également évoqué l'idée de la pédophilie. Et c'est amusant parce que j'ai rencontré Kenneth Lanning, celui qui a été le responsable de l'enquête policière sur les mouvements sataniques aux États-Unis lors de cette fameuse peur satanique. Et Lanning me racontait que la plupart quand on fouille, quand on creuse un peu cette histoire, on découvre qu'à la base, il y avait d'abord des gens qui étaient très embrigadés dans des croyances religieuses, des fondamentalistes religieux qui ont monté ces histoires-là en épingle. Il faut se rappeler qu'on est au début des années 80, il y a une transformation de la société américaine. Les mères qui étaient au foyer, qui s'occupaient de leurs enfants, commencent à quitter le domicile, commencent à travailler pour les fondamentalistes religieux de voir que ces mères laissent leurs enfants soit à des garderies ou soit encore à d'autres parents ou à des gardiennes, des mécanismes de gardiennage local. Alors, on s'imagine que c'est là un peu, on est dans l'antre du diable. Il y a quelque chose là-dedans qui choque la foi chrétienne et de ces fondamentalistes religieux, bien sûr, ils vont l'exploiter. Ensuite, autre élément que Lanning me disait, lorsqu'on veut diaboliser, lorsqu'on est de foi chrétienne, lorsque l'on veut diaboliser son ennemi, on dit bien sûr que c'est un sataniste. On vient d'atteindre le maximum. C'est un sataniste. On ne peut pas aller plus loin pour diaboliser son ennemi. Faux. On lui traite des crimes contre les enfants. Donc, je suis un sataniste et ensuite, il commet des crimes contre les enfants. Là, cette fois, j'ai le haut du podium. Mais dans la réalité, si les satanistes utilisaient
pornographie infantile pour financer leurs abjectes activités, ben, ils commettraient une grave erreur. Parce qu'en réalité, qui s'intéresse à la pornographie? 80% ou 90% des adultes s'intéressent à la pornographie adulte. Donc, ce n'est qu'une minorité de gens qui s'intéressent, une minorité de gens, malheureusement, désaxés, qui s'intéressent à la pornographie infantile. Quand on sait qu'un clic sur 5 sur Internet se dirige vers des sites de pornographie adulte, si je suis un sataniste et que je veux financer mes activités, j'aurais tout intérêt à faire de la pornographie adulte. Qui se vend bien et qui est tout à fait légale. En fait. Oui, plutôt que de faire de la pornographie infantile qui s'adresse à une minorité de gens et qui plus est illégale. Mais on voit qu'en accusant notre adversaire d'être un sataniste et qui plus est un sataniste pédophile, là, j'ai atteint le sommet du podium. Et ce qui est amusant, c'est moi, personnellement, j'ai été très étonné, et là, c'est une vision un peu nord-américaine, mais j'ai été très étonné de voir aux États-Unis, durant le mandat de la présidence de Donald Trump, de voir les gens, les QAnon, ce mouvement sectaire qui s'est développé un peu, mouvement complotiste plutôt, qui s'est développé un peu dans l'ombre de la présidence de Donald Trump, ressortir un peu cette idée. Il y a quelque part le pouvoir de Washington a été infiltré par des groupes de satanistes pédophiles, sous-entendre les démocrates, mais on revoyait encore le spectre de ces satanistes pédophiles, alors que personnellement, je croyais qu'on avait fait un peu le débat sur ce phénomène à la fin des années 90 avec l'enquête du FBI qui avait démontré qu'il n'y avait rien là-dedans. Mais on voit que c'est un spectre qu'on va ressortir, qui va ressurgir de temps à autre pour à nouveau diaboliser nos ennemis. Donc, on le faisait lorsqu'il y a eu cette peur satanique dans les années 90, on l'a fait, et j'imagine qu'on va ressortir de temps à autre cette idée très judéo-chrétienne et très fondamentaliste religieuse qui doit y exister quelque part des satanistes des satanistes pédophiles, parce que comme le dit si bien l'expression, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Je voudrais revenir sur une question pertinente qui me semble pertinente, et en plus ça va nous recentrer un petit peu sur le sujet de ce soir. Olivier Paillet nous demande si vous pouvez nous donner le nombre de morts par an après un exorcisme. Olivier nous dit que c'est aberrant. Oui, si on regarde à l'échelle internationale, donc là, on n'a pas de chiffres très précis. Aux États-Unis, je peux dire, par exemple, aux États-Unis, 2500 personnes chaque année décèdent des suites d'un rituel sauvage. Donc, 2500 personnes uniquement aux États-Unis. À l'échelle mondiale, on parle de 7 à 8 000 personnes qui décéderaient chaque année au cours de rituels sauvages. Mais ça peut se produire, par exemple, ce sont des gens qui peuvent être des fondamentalistes chrétiens quelque part en Asie, ça peut être des gens en Europe, mais on a entre 7 et 8 000 décès par année des suites d'un exorcisme sauvage. Quand on parle d'exorcisme qui a été autorisé par l'évêque, donc qui se sont faits dans les règles de l'art de l'Église de l'Église catholique, l'un des rares cas où on a accès à une documentation à la fois religieuse et une documentation médicale, c'est lors du procès qui a été intenté contre les parents d'Annelise Michel. Donc là, malheureusement, on doit retourner aux années 1970 pour resituer encore une fois les gens qui nous écoutent. L'affaire Annelise Michel se passe dans les années 70. On a d'abord une adolescente qui souffre de différents symptômes, notamment des absences lorsqu'elle est à l'école. Et éventuellement, elle consulte des médecins. On n'arrive pas exactement à établir la pathologie dont elle souffre. On suppose qu'elle doit souffrir de façon très bénigne d'une forme d'épilepsie. On va lui donner des médicaments en ce sens, mais malheureusement, il n'y a pas d'amélioration de son état, et éventuellement, les parents qui sont vraiment là,
l'expression qu'on a au Québec, on dit des grenouilles de bénitier. Hein, ce sont des gens qui sont des gens excessivement religieux. On le dit aussi en France pour le coup. On dit ici. Ouais. Donc, pour toute expression, par exemple, picturale à la maison, on n'a que des photographies, des peintures de la Vierge, de Jésus et tout le reste. Donc, c'est à peu près les seules choses qu'on retrouve chez les Michel. Ce sont des gens très, très embrigadés dans cette croyance et dans cette culture. Et finalement, lorsque les hommes en blanc, donc les médecins, n'arrivent pas à trouver la cause des problèmes de leur fille, ils vont se tourner vers l'Église. Et l'évêque ça se passe à Klingenburg-on-Heim, on est en Bavière, en Allemagne, et éventuellement, l'évêque va autoriser un exorcisme. Les rituels vont débuter en septembre 1975. Les rituels, malheureusement, vont se solder par la mort d'Anneliese Michel. On est le 1er juillet 1976. Les parents seront accusés d'homicide involontaire en juillet 1977, donc pratiquement un an après la mort d'Anneliese Michel, et le procès va débuter en mars 1978. Les parents et les 2 prêtres exorcistes sont accusés à ce moment-là d'homicide involontaire. On a laissé l'état de santé d'Anneliese se dégrader au cours de ces rituels. D'ailleurs, il suffit simplement de cliquer dans des moteurs de recherche sur Internet pour voir ces images tout à fait épouvantables de cette brunette âgée d'une 20aine d'années, tout à fait pétillante. Et les images, les dernières photographies prises d'elle au moment de son décès, on a l'impression de voir une survivante d'Auschwitz ou des camps de concentration de la mort. Elle n'a plus que la peau sur les os. Et son état de santé s'est dégradé, son état psychologique aussi s'est dégradé. Et les parents, les parents et les prêtres exorcistes ont été jusqu'à l'ultime sacrifice, celui de la jeune femme. Et durant le procès, donc qui débute en mars 1978, il y a un véritable bras de fer qui se fait entre, d'un côté, les prêtres exorcistes qui ont une quarantaine de cassettes audio où on entend Anneliese, la possédée, qui s'adresse aux prêtres d'une voix gutturale, qui les insulte. À des moments donnés, elle s'exhibait de manière indécente, elle urinait sur les prêtres, elle refusait de manger. Ses parents l'ont surpris à manger des insectes et des araignées dans sa chambre. Elle urinait dans ses sous-vêtements qu'elle essorait dans sa bouche. C'était à peu près les seuls liquides qu'elle prenait. Et malgré cela, on aurait dû intervenir, on aurait dû faire venir des médecins à ce moment-là. Mais on a continué d'aller dans le sens de l'exorciste. Donc, les 2 prêtres exorcistes vont présenter ces quarantaines de cassettes où on entend Anneliese Michel, de sa voix gutturale, s'adresser aux prêtres, vociférer en lançant toutes sortes d'insultes. Et de l'autre côté, les médecins qui ont reçu Anneliese Michel, qui ont diagnostiqué cette épilepsie, même s'ils n'avaient pas de registre, parce qu'il faut savoir qu'elle a passé plusieurs encéphalogrammes. Aucun d'entre eux, sauf un peut-être, mais aucun d'entre eux ne témoignait de manière clinique de l'état pathologique d'Anneliese Michel. Mais les médecins avaient quand même conclu qu'il devait s'agir d'une forme d'épilepsie. Et quand on considère l'environnement dans lequel elle se trouvait, son environnement familial, les médecins ont conclu, bien sûr, que cette épilepsie a entraîné éventuellement une psychose entretenue par le milieu familial vers ses bondieusités, et puis éventuellement entraîner le délire de la possession diabolique. Mais c'est un des très rares cas, sinon le seul cas où on a pu avoir accès à une documentation médicale, celle des médecins et des états cliniques d'Anneliese Michel avant les rituels de l'exorcisme, et ensuite de leur côté, le témoignage et les documents qui sont proprement liés à l'exorcisme lui-même. Et dans ce cas-là, dans le cas d'Anneliese Michel, même si c'est vrai que on pourrait parler d'un syndrome de possession. C'est vrai qu'Anneliese se comportait comme quelqu'un possédé par le diable. Elle mangeait des insectes. Elle se mordait aussi. Et elle essayait de manger les autres aussi. Ouais. Et quand on regarde les photographies, elle a les yeux au beurre noir parce qu'elle se frappait le visage contre le mur, s'était brisé le nez. Et donc, on avait dû, à un moment donné, l'attacher littéralement dans son lit pour ne pas qu'elle se blesse et qu'elle ne blesse pas non plus ses parents ou les prêtres exorcistes, les pères Hans et Alt, qui étaient les 2 prêtres exorcistes. Et à l'issue de ce procès, même si certains continueront de défendre la thèse de la possession diabolique, rien n'exclut
que l'état pathologique d'Annelise Michel n'ait été uniquement lié qu'à un état clinique et pathologique lié à une maladie ou à des troubles de comportement mentaux. En fait, ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est qu'au départ, elle avait été prise en charge par les médecins, par des psychiatres, par des psychologues, même, il me semble, des neurologues. Et ils lui avaient prescrit ce traitement, comme vous l'avez très bien dit, mais qui n'a pas été efficace. Et là, les parents se sont dit, ben, on va essayer de trouver un petit peu toutes les solutions possibles, imaginables. Et ils se sont retrouvés vers les prêtres. Il faut dire que dans le cas d'Annelise Michel, ce qui est très particulier, le contexte très religieux de la famille doit être pris en compte. On regarde, par exemple, la façon dont Annelise a été élevée. Sa mère, par exemple, refusait qu'elle fréquente des garçons, bien sûr, et elle refusait, Annelise était l'aînée de 3 sœurs. La famille interdisait aux filles d'aller visiter des copines filles si ces copines avaient des frères. Donc, il y avait cette vision très puritaine de la famille Michel, qui interdisait toute forme, disons, de promiscuité avec des garçons, quels qu'elle soit. Et au moment où les troubles d'Annelise vont s'accélérer, elle fréquente l'université de Wiesbourg. À ce moment-là, elle rencontre un jeune garçon, Peter Anselm, et on peut supposer, c'est une jeune femme dans la vingtaine, on peut supposer que cette fréquentation va éveiller en elle des sentiments, va éveiller des désirs. Et pour elle, elle a grandi dans un milieu très manichéen. Tout ce qui est bien, c'est Dieu. Tout ce qui est mal, c'est le diable. Et ces désirs charnels qu'elle éprouve peut-être pour son petit copain, bien sûr, elle le perçoit comme étant des manifestations du diable. Et avec ça, bien sûr, va s'ajouter toute une forme de paranoïa qu'elle va développer. Et peu à peu, elle va s'enliser dans le syndrome que ses sentiments, son ressenti doit être l'œuvre du diable. Elle commence à entendre des voix également. Elle a été diagnostiquée pour dépression sévère. Ça, c'est assez important pour ce que je dirai un petit peu plus tard. Pour vous rendre compte du rythme de ces exorcismes-là, en 9 mois, elle a vécu 67 exorcismes. Donc, ça fait à peu près entre 7 et 8 par mois. Donc, à peu près 2 par semaine. C'est quand même énorme. Et pourquoi on s'est posé énormément de questions sur sa mort? C'est que quand ils ont fait l'autopsie de cette fille quand elle est morte, ils se sont rendus compte qu'elle était morte de malnutrition et de déshydratation. Voilà. Donc, les parents n'ont pas réagi, auraient dû faire venir à son chevet un médecin pour évaluer son état clinique, ce que l'on n'a pas fait. C'est exactement ça. Il faut dire qu'elle disait qu'elle entendait des voix, mais également, elle avait, et c'est peut-être ce qui a incité les parents à consulter d'abord un prêtre exorciste et éventuellement tout ça a monté dans la hiérarchie du diocèse, mais elle disait aussi voir des démons. Elle appelait ça des fratzen. Donc, à un moment donné, alors qu'elle se remet d'une pneumonie, elle commence à avoir de ces visions. Elle dit à ses parents, j'ai vu des visages grimaçants, j'ai vu des fratzen. Et ses parents vont dire, voilà, puisqu'elle voit des images du diable, on va aller voir un prêtre exorciste. Dans l'affaire d'Annelise Michel, je pense que quelque part, la cause première, c'est l'abandon. C'est-à-dire que ça a été l'abandon du milieu médical. Le docteur Letty, qui a témoigné durant son procès, a avoué que Annelise lui avait parlé qu'elle avait des visions, qu'elle entendait des voix, et il n'a pas pris ça au sérieux quand elle lui a dit « je vois des démons ». Il a souri et il lui a fait une autre prescription. Donc voilà, il n'a pas pris au sérieux ses troubles, son désarroi psychologique par rapport au phénomène qui se produisait autour d'elle. Donc, quelque part, elle a été un peu abandonnée par le milieu médical, la raison pour laquelle les parents se tournent vers l'Église et pour l'Église, les pères Renz et les pères Alt ont été à un moment donné tellement obsédés par le rôle d'exorciste qu'ils en ont oublié l'aspect médical de la chose. Durant le procès, j'ai chez moi le compte-rendu, les minutes du procès, et durant le procès, les pères Renz et Alt, ainsi que les parents d'Annelise Michel, ne manifestent aucun remords pour les événements. Pour eux, jusqu'à la mort d'Annelise Michel, ils sont demeurés persuadés que les gestes qu'ils ont commis allaient dans le sens d'un mieux-être pour Annelise Michel. Donc, à aucun moment, ils n'ont douté de leurs actions par rapport à ce qui se produisait. Et
il y a des éléments qui sont un peu troublants, hein. Par exemple, l'exorcisme d'Annelise Michel s'est produit dans la maison des Michel, dans une chambre, et comme Annelise hurlait souvent lorsqu'elle disait qu'elle était possédée par les démons, on avait installé sa chambre du côté, parce que derrière la maison des Michel que j'ai visitée, il y avait le cimetière. Donc, la chambre d'Annelise Michel donnait sur le cimetière où on ne pouvait pas l'entendre crier. Et aujourd'hui, curieux paradoxe, elle est enterrée dans ce même cimetière dont la fenêtre sur laquelle sa fenêtre de sa chambre donnait. Et c'est un peu troublant parce que la famille Michel, c'était une famille de classe moyenne, très religieux, comme je l'ai mentionné. Lui, M. Michel, était propriétaire d'une scierie à la sortie de la ville. Mme Michel était impliquée dans plein d'œuvres caritatives au sein de la communauté. Et pour eux, l'exorcisme ou la possession d'Annelise était vu un peu comme un tort. Et c'est pourquoi ils avaient installé Annelise de manière à ce que personne ne l'entende crier. Et bien sûr, durant les rituels d'exorcisme, tout ça s'est fait à l'insu des populations et des voisins. Personne ne savait ce qui se passait chez les Michel jusqu'au jour où Annelise est décédée. Et on connaît cette histoire-là. J'allais dire qu'on connaît cette histoire-là parce que le médecin légiste appelé au chevet d'Annelise Michel, en fait, c'était l'assistant du médecin légiste qui a été appelé au chevet d'Annelise Michel, avait oublié son bulletin, son bloc-notes qui lui aurait permis de délivrer un acte de décès. Et à ce moment-là, si l'acte de décès avait été signé, Annelise aurait été enterrée sans autre forme de procès. Mais comme il avait oublié ces fameuses notes, ces fameux documents, il a dû retourner au bureau et c'est le médecin légiste qui s'est rendu chez les Michel. Et en voyant l'état dans lequel se trouvait Annelise, il en a conclu que cette mort n'était pas naturelle et a refusé de donner un document, un acte de décès. Et c'est comme ça que l'affaire éventuellement est remontée aux autorités. Mais on est passé à ça, que le cas d'Annelise Michel soit passé aux oubliettes parce que ça a été une histoire de signature au bas d'un document qui a changé la donne. Elle disait être possédée par 6 démons, dont le démon de Lucifer, ce qui a dû beaucoup inquiéter ses parents aussi. Et tout à l'heure, vous avez dit, ces gens-là avaient l'impression de faire quelque chose de bien pour cette fille. Quelque part, j'ai un peu envie de le croire, ça, parce que à 7 ou 8 exorcismes par mois, j'imagine que dans les yeux des parents, ils s'occupaient d'elle, parce que c'était très fréquent, c'était très régulier. Pour eux, c'était de l'aide qu'ils apportaient. Donc, quelque part, ils les aidaient. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont aussi abandonné le côté médecine traditionnelle, le médecine classique. Parce qu'en fait, ils avaient l'impression de leur apporter les meilleurs soins. Et il y a aussi cette question on la cache, on cache Annelise Michel. Mais quelque part, vous allez chez quelqu'un, on vous dit que son fils est possédé. Vous avez envie de faire quoi avec l'enfant? Est-ce que vous avez envie de vous rapprocher de lui, de parler avec lui, ou est-ce que vous n'avez pas juste envie de partir et de fuir? Donc, quelque part, ça peut aussi se comprendre. Enfin, je caricature un petit peu, bien sûr, hein, mais c'est un petit peu stigmatisant peut-être pour ces gens-là, ce côté exorcisme, parce que là, en fait, ils ont le démon chez eux, quoi. Ils accueillent le démon, finalement, en plus dans le corps de leur fille. Oui, mais on comprend que la situation a fait que malheureusement, il n'y avait personne pour entendre les cris d'Annelise Michel et qu'elle est décédée de, comme tu l'as mentionné, de malnutrition et de déshydratation. Ce qui est assez aussi surprenant, quand on relit les minutes du procès, Peter Himsel, qui était son compagnon, son petit ami, qui a assisté à plusieurs des rituels d'exorcisme, a été appelé à témoigner. Et même dans le cas de Peter Himsel, même si c'est sa copine qui est décédée, il est demeuré persuadé, même au procès, il a témoigné qu'il était persuadé qu'Annelise était bel et bien possédée par différents démons. Tu as mentionné Lucifer, il y avait également Adolf Hitler. Hein, il disait qu'elle était possédée par l'esprit d'Adolf Hitler. Et lui-même, donc Peter Himsel, est resté persuadé que les rituels, à la fois entretenus par les pères Hans et Alt, ainsi que par les parents d'Annelise, étaient une façon, entre guillemets, curative de soulager Annelise des troubles qui la perturbaient. Oui,
Je voulais rebondir sur le manuel du MSD, donc le DSM-5, qui en fait, on pourrait se dire comment identifier si c'est démoniaque ou si c'est une maladie. Eh ben, il faudrait trouver une maladie psychique où on coche les mêmes cases que les allégations de possession. Et il semblerait qu'il y en ait une case qui se coche plutôt bien, et ce serait celle des troubles dissociatifs de l'identité. D'ailleurs, j'ai mis le lien pour les modos de la version en français. Je vous invite à lire un petit peu cet article. Moi, je vais résumer très grossièrement. Mais le trouble dissociatif de l'identité, précédemment nommé trouble de personnalité multiple, est un trouble dissociatif caractérisé par deux ou plus identités alternantes, appelées alters. Et en fait, tous ces alters-là peuvent avoir des personnalités différentes, peuvent avoir des langues parlées différentes, peuvent avoir des tons de voix et des tonalités de voix différentes. Et en fait, quand on regarde un petit peu cet article-là je me rappelle jamais en français, donc il faut que je me rappelle MSD, les troubles dissociatifs de l'identité comprennent les formes suivantes: les cas de possession et les cas de non-possession. Encore une fois, on rentre là dans le champ lexical de la possession, de l'exorcisme. C'est-à-dire que ces gens-là vont subir des prises de contrôle de leur corps, en tout cas c'est comme ça qu'ils le vivent, et exactement de la même façon que quelqu'un le dirait pour une allégation de possession démoniaque. Donc en fait, c'est pas encore très bien compris tout ça, hein. Là, ce sont des pistes qui sont en train de s'éclairer, mais il semblerait que la piste du trouble dissociatif de l'identité correspondrait pas mal. Et quelque part, ça nous donne une solution un petit peu rationnelle. Quand on va avoir des gens qui vont prétendre que leur enfant ou que leur voisin ou que leur frère est possédé, on va pouvoir avoir un terme qui explique ça, et je trouve ça quand même pas mal. Mais cette problématique du trouble dissociatif s'applique pas très bien au cas d'Annelise Michel. Mais le cas d'Annelise Michel, c'est vrai que c'est un cas particulier. C'est vrai que le trouble dissociatif peut être associé à de nombreux cas de possession ou de gens qui prétendent être possédés. Mais dans le cas d'Annelise Michel, encore une fois, parce qu'on a accès aux documents médicaux, on a accès aux documents de l'exorcisme, ce que l'on se rend compte, et c'est un cas clinique extraordinaire. Ce que l'on voit dans le cas d'Annelise Michel, c'est qu'elle ne présente, en fait, tu as mentionné ce fameux document auquel se réfèrent les psychologues et les psychiatres, le DSM. Hein. Ça, pour les gens qui nous écoutent, c'est comme un grand livre dans lequel on retrouve à peu près tous les troubles mentaux. Chacun des troubles mentaux est décrit un peu de ce que l'on en sait, et on élabore les aspects cliniques les plus probants. Pour faire un raccourci, disons, par exemple, on parle de paranoïa. Bon, sous la lettre P, on a paranoïa. On va définir ce qu'est la paranoïa. On va établir les 10 symptômes les plus connus de la paranoïa. Et si vous souffrez de 5 de ces 10 symptômes, bien, ça sera suffisant pour que votre psychologue ou votre psychiatre vous déclare paranoïaque. Donc, on voit un peu, je sais que je schématise beaucoup, là, mais ça donne un peu une idée aux gens à quoi ressemble le DSM. Dans le cas du DSM, on a regardé l'ensemble des troubles cliniques présentés par Annelise Michel. Et c'est un cas assez curieux parce qu'elle souffrait un peu de paranoïa, mais pas suffisamment pour être déclarée paranoïaque. Elle souffrait un peu de troubles de névrose, mais pas suffisamment pour être déclarée névrosée. Elle avait également des troubles cliniques de psychose, mais sans que ce soit vraiment suffisamment supporté pour qu'on puisse dire, ah voilà, qu'elle est en pleine psychose. Donc, on avait un ensemble de pathologies qui ressemblaient à différents cas cliniques, mais aucun suffisamment marqué pour dire, voilà exactement le trouble dont souffre Annelise Michel. Donc, au mieux, les psychologues et les psychiatres qui se sont penchés sur le cas d'Annelise Michel n'ont pas pu identifier une pathologie précise, mais ils ont parlé plutôt d'un syndrome, hein, à défaut d'un terme précis, ils ont parlé d'un syndrome de possession. Donc, Annelise présente plusieurs symptômes de troubles psychotiques, psychiques, psychologiques, mais aucun d'entre eux qui permet de manière définitive de dire voilà la maladie dont souffrait Annelise Michel. Donc,
au mieux un syndrome de possession. Bien sûr, on comprendra que ce n'est ni à la science, ni au corps médical de déterminer si le diable existe, mais à tout le moins, on peut focaliser vers un comportement anormal ou un comportement anomal qui laisse présager que la personne était persuadée qu'elle était possédée par le diable. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Je voudrais vous remercier énormément, Christian Page, de nous avoir éclairci sur ce sujet. Même si on a dévié un petit peu, c'était toujours très intéressant et c'était aussi en rapport parce que c'était plus pour présenter le contexte. Vraiment, merci beaucoup pour cet échange. C'était passionnant. J'adore vous écouter. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous faites aussi, vous racontez parfois des creepypasta, vous racontez un petit peu des histoires de l'étrange. Et j'adore aussi quand vous vous mettez dans la peau du conteur. Je trouve que c'est vraiment excellent. Et merci. Je voulais vous laisser... je sais que je parle beaucoup, j'ai beaucoup dérivé. Vous êtes là pour ça. Je suis un passionné, je pense que ça se sent, je pense que ça se voit. Mais bon, merci beaucoup de votre invitation. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler de ce sujet-là. Je voudrais, Patate, est-ce que tu as ton petit mot de la fin? Un mot de la fin. Ne doutons jamais que Chuck Norris ait des comportements pédosatanistes, comme on en a parlé tout à l'heure, parce que j'ai lu suffisamment de Chuck Norris facts pour pouvoir y croire quand j'étais plus jeune. Mais bon. Voilà. Donc ne doutons jamais de Chuck Norris, en tout cas. Non, Chuck Norris, c'est une icône. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous teaser un petit peu. Je reçois Requiem de la chaîne Requiem qui fait du creepypasta d'ailleurs, spécialisée sur les histoires japonaises. Et elle va nous raconter un petit peu son témoignage. Elle a vécu des choses un petit peu paranormales et elle voudrait en parler avec nous. Donc je l'accueille la semaine prochaine de 21h30 à 22h comme d'habitude. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de soirée. Je vais aller dans Discord certainement avec Patate pour ceux qui veulent continuer la discussion. Merci encore Christian Page, c'était vraiment un très bon, un plaisir de vous accueillir. On a passé un très très bon moment. Et merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.